Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Vicat? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de leur compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On en a parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Donc, je vais aller assez rapidement sur Vicat. Pour cette compagnie, on va faire le tour d'horizon. Enfin, elle investit massivement ici dans l'outil de production. Donc, on a remarqué que sur les dernières années, quand je dis qu'on a remarqué, parce que toutes ces vidéos-là se suivent, ça ne sert à rien de répéter la même chose 150 fois. Donc, on a remarqué que les free cash flow et net income vont dans des sens différents à court terme. OK? Donc, comme on le voit ici, c'est vraiment une variation ici liée au BFR. Également, les dernières années, c'était une entreprise qui était sur un programme de construction, présentement, je pense bien, d'expansion ou construction d'une nouvelle usine entre les deux. Okay? Donc, on peut comprendre la raison derrière la variation du free cash flow ici peut être compréhensible. Okay? Donc, maintenant, si on doit l'évaluer en date d'aujourd'hui, pour ce type d'entreprise, j'aurais dit normalement, on doit normaliser, mais en fait, c'est jamais une entreprise qui est liée au segment de la construction de manière générale, okay? Mais également tout ce qui concerne ici les dépenses en infrastructure. Okay? Donc, c'est une entreprise ici qui a tendance à, je dirais pas racheter ses actions. Sur les dernières années, enfin, on a eu un rachat timide, mais c'est plutôt stable. Au niveau des marges EBITDA, on a quelque chose de moins en moins élevé. Je pense qu'on l'avait mentionné précédemment. Donc, pourquoi ? Parce que quand on compare avec les marges brutes, on constate quoi? Que les marges brutes diminuent, ça veut dire que les coûts de production augmentent. Et si les marges EBITDA diminuent également ici, ça veut dire qu'on n'arrive pas à ajuster nos coûts d'exploitation. Mais il faut toujours aller prendre en considération les marges nettes. OK? Et quand on prend donc ces marges nettes, là, on constate qu'elles sont plutôt stables. OK? Elles sont plutôt stables. Donc au niveau des marges nettes, ça va. On arrive à s'en sortir. Les marges EBITDA diminuent. Les marges, si la marge EBITDA diminue, la marge brute diminue alors que la marge nette reste plutôt stable. Ça veut dire ici qu'on on arrive à faire des économies au niveau des dépenses opérationnelles. Okay? Parce que si je regarde juste la marge EBITDA, le tableau sera différent. Enfin, l'essentiel ici, c'est qu'on remarque qu'on a une stabilité des bénéfices nets. Je recherche avant tout la stabilité. C'est ça mon problème. OK? Pourquoi est-ce que la stabilité, c'est important? Parce qu'on doit faire des projections. Acheter une entreprise aujourd'hui qui génère 250 millions d'euros, c'est bien, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'elle est capable de générer au moins 250 millions l'année prochaine, l'année suivante et les prochaines années après? Est-ce que c'est possible? Pour répondre à cette question, il faut comprendre le secteur d'activité ainsi que les dynamiques derrière le chiffre actuel. C'est bien de voir 267 millions et poussière, mais comment est-ce qu'ils ont pu faire pour le générer? Pourquoi est-ce que en 2022, le tableau était... enfin, on avait une histoire un peu différente. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022? Et pourquoi est-ce que entre 2007 et 2013, pourquoi est-ce qu'on a eu une baisse générale? Pourquoi? Donc, on a déjà l'historique passé à prendre en considération. Parce que comme vous pouvez le voir ici aujourd'hui, ce n'est pas la première fois qu'on atteint ces niveaux ces niveaux de génération de bénéfices nets. Ce n'est pas la première fois. Et donc, en N plus 3, peut-être on va revenir à 140 millions. Je dis bien peut-être, en fait, parce que ici, ce que je suis en train de faire, je ne veux pas payer un prix trop élevé pour ce genre d'entreprise. Donc, il y a deux choses que je veux. Premièrement, si je dois l'évaluer et que je prends les bénéfices nets, okay, en sous-entendant que les free cash flow et les bénéfices nets peuvent aller dans le même sens à long terme. Ici, c'est une entreprise qui génère à peu près, toute cette période, on a à peu près aux alentours de 164 millions. 164 millions. Ça peut même être 160. Alors, comme je dis, la précision n'est pas importante. Ce qui est sûr, on n'a pas ici, on n'a pas 300 ni 250. OK? Donc, que ce soit 164 ou 163 ou 150, c'est la même chose. D'accord? Sur les 10 dernières années, nous avons à peu près 146 par là. OK? Sur les 5 dernières années,
180. Donc, il y a de grandes chances qu'on soit au moins à 165. D'accord? 165, 164. C'est possible. OK? Mais maintenant, l'hypothèse que j'aimais est celle-ci. Est-ce que cette compagnie est capable de générer au moins 165 millions pour les années à venir? Il ne s'agit pas juste de dire oui. Donc, il faut aller vérifier comment est-ce qu'on se retrouve à ce niveau aujourd'hui. Et quels sont les drivers qui nous permettront de maintenir au moins ce niveau. Donc, si on prend 165 millions, idéalement, on a 15 fois les bénéfices ici, parce que c'est pas une entreprise qu'on paye à plus de 15 fois les bénéfices. 15 fois les bénéfices, ça donne à peu près 2 milliards 475. Si j'enlève la dette nette, on aura un chiffre bien plus élevé que ça. Donc, si je prends 165 millions ici à 10 fois les bénéfices, que soit 150 ou 165 à 10 fois les bénéfices, ça donne entre 1 milliard 500 et 1 milliard 650. C'est une estimation. On ne cherche pas un chiffre précis. D'accord? Donc, ici, divisé par 45 millions d'actions, ça donne à peu près 36 euros. 37 euros par là. OK? Si je renverse l'équation, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 1 milliard 360 de la capitalisation boursière actuelle, une entreprise qui pourrait générer 165 millions, au moins, pour les années à venir. C'est 12% de rendement. Évidemment, si tu prends en considération la dette dessus, donc à savoir si je prends par rapport à la valeur d'entreprise, OK, ça donne à peu près un rendement sur coût de 5%. Ça reste pas mal, mais comme on dit ici, la priorité serait ici le remboursement de la dette de la compagnie. Okay? Parce que si on regarde la dette nette de manière globale ici, divisé par le nombre d'actions, par le bénéfice net moyen, ça donne à peu près 10 ans de remboursement. Et je rappelle ici qu'il faut également surveiller les volumes. Moi, je prends peut-être la moyenne ici alors que l'entreprise produisait peut-être que 1000 tonnes. Alors qu'aujourd'hui, elle est capable de produire 5000 tonnes. Donc, vous voyez qu'on est capable de faire 5 fois plus en termes de chiffres. OK? Donc, en normalisant, je normalise également les volumes. D'accord? Donc, il faut toujours aller regarder les volumes, les capacités de production derrière sur ces années-là. Est-ce qu'elles ont eu à évoluer dans le temps? OK? Donc, on peut également l'évaluer par rapport aux actifs tangibles nets par action. Et je l'ai toujours dit, si vous connaissez à peu près ce secteur d'activité, il est difficile de faire une concurrence. Voilà. Non seulement il est difficile d'avoir les permis pour construire une nouvelle cimenterie, et le coût de remplacement est très élevé en date d'aujourd'hui. Okay? Et il n'y a pas jamais une concurrence. Voilà, on ne va pas ouvrir une nouvelle en face d'une autre usine. Non, c'est très compliqué. Donc, réussir à l'acheter aux alentours de ces actifs tangibles nets, c'est également un plus. Et qu'est-ce qu'on constate ici par rapport à Vicat? On voit que c'est une entreprise qui a tendance, le marché a tendance à payer combien de fois les actifs tangibles nets? 2,2 fois les actifs tangibles nets. En les prenant même toute la durée ici, on paye à peu près 2,2 fois. Donc techniquement, si on devait payer 2,2 fois ici, on aurait à peu près un prix bien plus élevé que ça. OK, si je prends les tangible book value par action, qui est à peu près à 32 $ ici, fois 2,2, ça donne à peu près, enfin, on sera au-dessus des 64 euros. Excusez-moi, je peux parler de dollars ici alors que c'est en euros. OK, on sera au-dessus des 64 euros. Donc, moi, je préfère me protéger. Je vais faire simple. Je prends un 1 pour 1. C'est-à-dire que les actifs tangibles actuels, j'aurais tendance à les acheter à leur prix juste comptable, entre parenthèses, tout en vérifiant bien de quoi ils sont constitués. OK? De quoi ils sont constitués. Parce que s'ils sont constitués ici d'éléments, actifs tangibles, s'ils sont constitués essentiellement ici d'inventaire, l'inventaire va avoir tendance à diminuer. S'ils sont constitués ici de recevables, le recevable va avoir tendance à diminuer. Donc, il faut toujours aller vérifier. S'ils sont constitués essentiellement d'immobilisation physique, oui, là par contre, ça a un tout petit peu plus de valeur. OK? Parce qu'avant tout, c'est la stabilité. Si je l'achète à 1 pour 1 ici aujourd'hui et qu'actuellement la valeur est à 1 milliard 400 et que demain on se retrouve à 1 milliard, on s'entend que théoriquement, je ne l'ai pas acheté à 1,4. OK? Je vous prends un exemple. C'est à 1, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est 1 milliard 430. Donc, 1 pour 1. Donc, on est à peu près à la bonne capitalisation ici aujourd'hui. OK? Imaginez que demain matin, au lieu d'être à 1 milliard 400, on est plutôt à 1 milliard. On descend à 1 milliard parce qu'on a, je sais pas moi, on a peut-être écoulé de l'inventaire ici, ce genre de choses-là. En fait, en réalité, une fois l'actif tangible net ici va se transformer ici à 1,40 fois. Donc, il faut faire très attention. Donc, c'est pour ça c'est bien de regarder cette métrique-là, mais il faut aller regarder de quoi il est constitué. Donc,
On peut le faire par rapport au bénéfice net, en normalisant. Et quand on le fait, on trouve que le prix actuel et l'entreprise est légèrement sous-évaluée. Donc, on va dire que le prix actuel est correct. Quand on va le prendre ici avec le book value, on constate également que l'entreprise se négocie à son book value. Donc, il y a un book value qui a tendance à être stable, sinon croissant dans le temps. OK? On va plutôt se dire que c'est également une bonne chose. Donc, au prix actuel, est-ce que ce serait intéressant d'avoir du VCAD? Je dirais oui. Et deuxièmement, ce que VCAD devrait faire, c'est racheter les actions massivement. OK, au lieu de verser un dividende qui est copieux, qui semble, ils ont les moyens de le payer ici. Racheter les actions, verser certains dividendes et surtout rembourser la dette. Pour moi, la priorité sera le remboursement de la dette. Sauf si en lisant les rapports financiers, je me rends compte que le paradigme n'est plus on a un changement de paradigme ici dans le sens où le 1 milliard 650 ici, 1 milliard, le 105 millions ici se transforme plutôt, je sais pas moi, en 250 ou en 300 parce que les volumes ont augmenté ou ce genre de choses. OK? Donc, ça, c'est l'aspect quantitatif pour quelqu'un qui n'a jamais lu les rapports financiers. Donc, c'est la même prudence que j'utiliserai. Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans ma watchlist? Uniquement parce que perso, c'est un business facile à comprendre, même si ce n'est pas de la tech et que ça ne génère pas énormément de cash, mais ça reste un business facile à comprendre, intéressant, purement value. Bon, pourquoi pas? Je pourrais l'ajouter là à la liste ici. Donc, je mettrai un target aux alentours des... Je mettrai ça à peu près à combien? Donnez-moi juste un instant. Je mettrai ça à 37 euros. Et donc, je prends ma watchlist. Je rappelle que le lien vers la watchlist est en description de la vidéo. Vous allez aller sur la page. Si vous avez des questions, vous pouvez réserver un appel dans le service Top Premium Plus. Donc, je vais aller sur VCAD. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est matériaux de construction, c'est ça? On prend ça, construction, materials, OK. Donc, je viens là, je mets groupe, collapse all. Ici, nous sommes dans le segment des materials. Voilà. Et donc, je vais aller regarder VCAD ici. Déjà, 1, c'est cyclique. 2, je mets ça à 37. Ce qui montre ici que l'entreprise est légèrement sous-évaluée. Enfin, paraît sous-évalué. Et je mets la date. Au moins, on sait que la mise à jour a été faite le 20 août 2024. Maintenant, par exemple, si vous êtes dans le secteur, si vous avez accès à la watchlist et que vous êtes dans le secteur des matériaux, vous saurez que Air Liquide, c'est peut-être intéressant. Veralia, c'est peut-être intéressant. VCAD, c'est peut-être intéressant. Berry Global, c'est peut-être intéressant. Et au fur et à mesure, on va avoir tendance à remplir la liste, ce qui évitera de poser des questions. Quel type d'entreprise, dans quelle entreprise pourrait être intéressante en date d'aujourd'hui? Tout est là. OK? Donc, le lien en description de la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez réserver un appel et on se donne rendez-vous sur les prochaines. Du VCAD ici en date d'aujourd'hui, le dividende, il est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Mais comme je l'ai mentionné tantôt, remboursement de la dette, versement d'un dividende. Non, remboursement de la dette, rachat d'actions, versement du dividende. Ça, c'est à peu près, je les classe par ordre. Remboursement de la dette, priorité. Rachat d'actions, deuxièmement. Et en dernier lieu, versement de dividende. OK? Merci. Au revoir.